parler, qu'est-ce qui fait en fait qu'on a besoin de faire une conférence là-dessus? Qu'est-ce qui fait qu'on ne s'accorde pas des temps pour soi ou pas suffisamment ou qu'on a l'impression en tout cas d'être tout le temps de courir après le temps, d'avoir cette saturation mentale et émotionnelle, de se sentir dépassé par soit avec les enfants, soit avec le travail, soit avec le ménage, avec la cuisine, enfin tout ce qu'on a à faire, parce qu'on a tendance à être des superwoman, on ne le voit pas, hein, qu'on endosse ce rôle-là, mais c'est vrai que dans notre société, on a beaucoup de choses à faire entre les enfants, le travail et tout le reste de la maison. On a des grandes maisons, enfin voilà. Et puis, on veut aussi avoir des activités. Il y a aussi les réseaux sociaux. Donc, on se retrouve avec toute une panelle de choses à faire et de courir tout le temps après le temps avec cette impression que on ne donne pas assez de temps soit aux autres, soit à soi. Et donc, ce qui était important pour moi de parler, c'est aussi qu'est-ce qui fait qu'on manque de temps et de quel temps on parle. Est-ce que c'est vraiment un temps pour soi, un temps, un espace-temps ou un temps avec soi de qualité? Et c'est de ça dont on va parler. Quand je parle de pause, c'est pas que la pause, on arrête tout, parce que des fois, on n'a pas le temps, on a plein de choses à faire, mais c'est comment j'intègre la pause dans mon quotidien, comment en fait je me ressource, parce que qu'est-ce qu'on cherche à travers ça? C'est ce besoin d'être épanouie, sereine, en famille, avec les autres et pour soi. Hop, je baisse juste un peu ça, que ce soit pas trop. Et donc, c'est vraiment cette notion de temps auquel on court ou d'instant présent, en fait. Soit c'est vraiment, je passe mon temps à penser, à courir, ou je passe mon temps à sentir, à être. C'est vraiment cette différence-là que j'ai envie de mettre en lumière et, euh, et que l'on cherche, en fait, à travers tout ça. Mais c'est aussi à qui et à quoi j'accorde mon temps et quelle qualité de temps je donne. Donc, je parlais aussi des réseaux sociaux parce qu'on peut être vite happé par ça. Et j'écoutais une émission, il disait que les Français passent 17 heures sur les réseaux sociaux par semaine. Donc, c'est juste énorme. Donc, ce temps-là, on peut vraiment l'utiliser pour soi plutôt que regarder quelques vidéos de chats et tout ce qui va avec. Et de voir aussi comment cette course infernale nous pousse, nous déstabilise, nous épuise, et donc le sommeil s'en ressent, la qualité avec les enfants, on s'énerve plus facilement. Et donc c'est voir comment rester ancré, comment être avec soi. Alors, ce que je voulais vous montrer, hop, je vais accueillir Isabelle qui nous rejoint. Voilà, ça y est. Donc j'espère que vous voyez bien l'écran. Donc, je viens un peu de parler. Donc, voilà, l'idée, ça va être au cours de ce live de vous parler. Pourquoi cette course infernale? Qu'est-ce qui fait qu'on court quand même? Il y a quand même une raison qui fait qu'on y va. Comprendre la culpabilité. Qu'est-ce que la pause? dont j'ai déjà un peu parlé. Et comment justement faire pause dans son quotidien. Alors, pourquoi cette course infernale? Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a... alors, il faut que je revienne. C'est qu'il y a, quand on court comme ça, il y a une stimulation physique, mentale et émotionnelle. C'est-à-dire que quand on est hypersensible, souvent, on a aussi un intellect très développé qui a besoin d'être nourri. Et le fait d'être nourri, ça ça nourrit les hormones aussi, on va dire ça comme ça stimule. Et donc, du coup, on se sent bien aussi. Il y a quelque chose comme ça qui crée de la surexcitation. Et donc, cette surexcitation fait qu'on a tout le temps envie. Et c'est pour ça qu'on court aussi tout le temps, parce qu'il y a un plaisir à gérer la to-do list, à faire ci, à faire ça, de pouvoir voir qu'on peut faire 36 000 choses en même temps. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est important de le voir quand vous le faites. Il y a vraiment quelque chose qui a plaisir à ça, qui est content de ça, parce qu'il y a un endroit où on maîtrise, que ce soit au travail ou avec les enfants, il y a quand même quelque chose qui fait que on est stimulé. Mais le problème de ça, c'est qu'on se fatigue. Et surtout quand on est hypersensible, on a tendance à être vite fatigable. Donc oui, on nourrit l'intellect, mais le corps, lui, il a du mal à suivre. Et ça, c'est vraiment la difficulté qu'on voit autant chez les enfants que chez les adultes. Cette différence entre ce mental qui a besoin d'être nourri, cet intellect qui a
qu'on soit au potentiel ou juste un intellect très développé, en tout cas dans l'hypersensibilité, il y a cette capacité intellectuelle à réfléchir en arborescence qui fait qu'il y a un plaisir à ça. Et du coup, le mental peut prendre toute la place et on oublie le corps. Et à un moment donné, on s'épuise, on est fatigué et c'est là qu'on dit « Ah, bah, faut que je prenne une pause ». Ou alors les émotions débordent et c'est là qu'on se dit « Ah, bah, c'est trop tard, il faut que je prenne une pause ». Et donc déjà, c'est trop tard. Donc c'est voir quand même qu'il y a cette surstimulation et qui fait que même physiquement, il y a comme si le corps était en avant et presque en haut. Donc souvent, vous allez remarquer que vous avez les épaules surélevées, il y a de la tension. Mais le corps aussi en avant. On est tout le temps comme si on allait au combat, prête à y aller. Un peu comme voilà, Superwoman en action. Donc ça, c'est aussi ce qui fait qu'on y va tout le temps. La deuxième chose après à comprendre par rapport à la culpabilité, c'est, donc je vais vous remettre mon petit dessin. Voilà, la culpabilité, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'elle vient après l'acte que vous avez fait. Par exemple, votre enfant fait une bêtise, il tape votre fils tape sa sœur, par exemple, et de suite, vous allez agir. Peut-être vous allez crier. Tout dépend en fait comment vous êtes à ce moment-là, comment vous réagissez. Mais dans l'instant, vous faites ce qui vient spontanément. Sauf que après vient le mental que j'ai représenté par ce perroquet qui dit bah non, c'était pas bien, il faut pas faire ci. Sauf que dans l'instant, vous avez fait ce que vous avez pu par vos conditionnements, par la situation qui s'est passée. Vous n'avez pas forcément réfléchi à ce qui s'est passé, vous avez peut-être juste réagi, que l'action soit juste ou pas, mais en tout cas, vous avez fait ce qui était là dans l'instant. Et après vient ce petit perroquet qui nous dit bah non, ça c'est pas à sa place. Et donc c'est important de voir comment le mental vient se surajouter. Et ce surajout, c'est souvent un conditionnement qu'on a eu dans l'enfance, c'est-à-dire que dans l'enfance, souvent, on nous a appris à rentrer dans le moule, que ce soit à l'école ou avec les parents. Donc après, ça dépend toujours des parents. Mais donc, il y a cette culpabilité, elle vient vraiment de il faut. Il faut faire ci, il faut faire ça. Et donc, ça peut être sur plein de choses, notamment si vous avez lu des livres sur la parentalité. Il faut bien parler aux enfants, il faut les écouter. Tout ce qu'on a lu, même ça va créer de la culpabilité parce que vous n'aurez pas réussi à parler comme il faut, vous n'aurez pas réussi à l'écouter. Et donc, il faut aussi tenir bien sa maison. Enfin, vous voyez, tous ces il faut, je pense que vous connaissez déjà un peu la liste. Alors, je vais accueillir Sophie et Cécile. Donc, hop, bonjour Cécile, bonjour Sophie. Et du coup, je ne sais plus ce que je disais. Oui, donc la liste des il faut, je dois, je pense que vous connaissez chacune à sa liste. Et en fait, c'est celle-là qui vient à chaque fois nous dire, bah là, ce que tu as fait, ça ne va pas. C'est toujours cette quête de perfection, comme si, je parlais de la Superwoman, mais c'est comme si on voulait tout le temps être indispensable, toujours tout bien faire. Et donc, il y a toujours cette culpabilité qui se rajoute, mais qui vient juste après l'acte que vous avez fait. Et donc, c'est important de voir que c'est juste le mental qui vient là. Et souvent, il peut y avoir une émotion derrière. Parce que c'est un conditionnement, parce que quand on a mal fait en tant qu'enfant, bah, on s'est fait taper sur les doigts. Donc, il peut y avoir tout plein de conditionnements qui, là, ont besoin d'être travaillés, accueillis, mis en lumière, souvent en thérapie, mais ça peut aussi se faire par la méditation. Mais ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'en fait, on cherche tout le temps à garder le contrôle. Et on est très forte pour ça. À vouloir tout le temps tout maîtriser. Et souvent, j'ai des femmes qui me disent bah oui, mon mari ne fait pas grand-chose. C'est toujours moi qui fais la vaisselle, qui m'occupe des enfants. Et donc, elle me sort toute la liste. Et en fait, quand on regarde un peu, c'est que souvent, elles veulent tellement que tout soit bien fait à leur façon, qui fait qu'elles ne laissent pas du tout la place à l'homme. Et quand elles commencent à lâcher leur propre injonction, alors, bah, comme par hasard, l'homme y fait plus. C'est juste qu'elle lui a laissé la place. Et ça, c'est aussi vraiment important de le voir, et je parle vraiment connaissance de cause aussi. C'est hyper important pour celles qui sont en couple, que ce soit avec ou sans enfant, de laisser la place aussi à l'homme, et surtout dans la famille, de laisser la place au papa.
Parce que là aussi, on a tendance, et j'en discutais tout à l'heure avec une maman, justement sous prétexte de communication bienveillante, de parentalité, de vouloir toujours écouter l'enfant, de vouloir toujours écouter ses émotions, de vouloir toujours en prendre soin, et du coup d'empêcher le papa de mettre le cadre. Oui, souvent, les hommes n'ont pas cette culpabilité qu'on peut avoir, parce que nous, on est en mode protection, qui est le rôle de la maman. Mais l'homme, lui, il a le rôle du cadre. C'est le représentant de la loi. Et c'est important qu'il le pose parce que c'est ça qui va apprendre à l'enfant quand il va aller dans le monde. On a des lois à respecter. Donc, pour qu'il soit bien en société, il doit connaître ce cadre-là. Et ce cadre est hyper sécurisant. Ah bah, d'ailleurs, il y a un papa qui arrive. Voilà, David. Je ne sais pas si c'est un papa, mais en tout cas, il y a un homme qui nous rejoint. Donc, c'est très intéressant qu'il arrive maintenant. Et donc, en effet, chacun a son rôle et c'est important de voir ça, que l'homme vient apporter le cadre, mais aussi la sécurité, l'ordre, la loi. Et donc, lui, quand il va poser les choses, ça va être souvent sans compromis et avec beaucoup plus de facilité que nous. Alors, bien sûr, en tant que maman, ça peut grincer un peu des dents parce qu'on se dit « Oh, mon pauvre chéri, il va au lit sans histoire. » Bah oui, mais des fois, ça peut être juste. Et ce qui est important de voir, ce que me disait la maman, mais comment faire quand moi je ne suis pas d'accord avec le papa? Est-ce que j'agis? Est-ce que j'interagis? Et ce que j'expliquais, c'est est-ce qu'il est violent avec l'enfant? Est-ce qu'il l'humilie? Est-ce qu'il le frappe? Est-ce qu'il lui hurle dessus? S'il n'y a pas ça, si vous savez qu'il est bienveillant, que peut-être vous n'auriez pas fait comme ça, laissez-le. Laissez-lui la place. L'enfant a besoin aussi de ça. Et vous, vous êtes là pour l'aimer, pour l'écouter, pour accueillir les émotions que ça peut lui faire vivre, mais chacun sa place. Et pour les mamans en solo, bah, ça demande d'intégrer ce cadre, cette loi aussi. Donc, c'est du coup pas évident, mais c'est aussi hyper important de mettre le cadre. Et souvent, en tant que maman, ah bah voilà la maman avec qui je parlais de ça, donc c'est très drôle aussi. Oui, Claire, voilà, la mère peut aussi poser le cadre. Bien sûr, c'est important parce qu'on a le féminin et le masculin en nous. Et donc, c'est pour ça, surtout pour les mamans solo, c'est important. Mais aussi, quand il n'y a pas le papa, de toute manière, il faut poser le cadre. Mais souvent, en tant que maman aussi, il y a une difficulté entre être présente et être disponible. Et on a souvent tendance à être tout le temps disponible, open bar. Sauf qu'à un moment donné, on s'y épuise. Et l'enfant, il a besoin de savoir, il a besoin de votre présence. Déjà, de votre présence physique, ça peut suffire. Mais votre présence aussi à vous-même, et c'est là où on va vraiment parler de la pause, la présence à soi. Plus vous êtes avec vous, plus l'enfant sera posé et il pourra faire sa vie. Par contre, être disponible tout le temps, c'est ça qui épuise. Si vous êtes en train de faire quelque chose que vous n'êtes pas disponible, c'est pouvoir dire à l'enfant, je t'ai entendu, je suis là, j'ai entendu ta question ou ton besoin. Maintenant, je ne suis pas disponible, je le suis dans 5 minutes, de lui donner le temps. Ça dépend évidemment de l'âge de l'enfant, mais de pouvoir vous écouter, vous. C'est vous qui savez. Et par rapport à la culpabilité, c'est vraiment ça. C'est de sentir à chaque fois, pour se libérer de cette culpabilité, en fait, c'est toujours dans l'instant. Le choix, il se fait toujours dans l'instant, dans l'écoute de soi. Et après, le mental peut raconter ce qu'il veut après, mais c'est ce qui vous anime dans l'instant. Plus vous serez au plus proche, plus vous serez juste. Et cette justesse, elle peut être de se mettre en colère. Elle peut être de poser le cadre. Parce que l'enfant, il a aussi besoin de voir qu'on peut se mettre en colère et il a besoin des fois qu'il y ait juste une remise dans le cadre, en fait. Alors, il y a quelqu'un qui me demande à partir de quel âge l'enfant entend « je viens après ». Ça va dépendre des enfants, mais vers 2-3 ans, ils peuvent l'entendre. Mais le je viens après, ça va être soit quand tu as fini de jouer, il faut que ce soit quelque chose de concret pour les tout petits. Soit quand j'ai fini de râper les carottes, par exemple, soit quand tu as fini de faire le puzzle, soit, vous voyez, il faut que ce soit, si c'est des tout petits, il faut que ce soit concret puisqu'ils n'ont aucune notion du temps. Eux, ils sont tout le temps dans l'instant présent. Et vous allez voir que pour moi, c'est vraiment une source pour vous aider à être aussi dans l'instant présent. Est-ce qu'il y a des questions? Oui.
Alors, je vais répondre à ça. Est-ce qu'il y a des questions déjà par rapport à ce que j'ai dit? Et donc, Sarah qui me dit, l'adolescence est plus compliquée en maman solo. Clairement, déjà, c'est plus compliqué avec un garçon, je trouve, hein, en maman solo, parce que le garçon a besoin, à partir de 7 ans, du modèle masculin. Alors, il peut le trouver avec un prof de judo, de taekwondo, avec un oncle. C'est important qu'il trouve d'autres modèles ailleurs qu'avec le papa. Et, euh, et donc, c'est sûr que en tant que maman, ça demande d'être hyper alignée pour poser le cadre. Et moi, ça a vraiment été tout un travail avec mon fils de vraiment trouver cet alignement et d'être... et ça se fait en même temps, on apprend à être parent au quotidien. Et on apprend à être parent d'un enfant de 2 ans, puis d'un enfant de 5 ans, puis d'un enfant de 10 ans, de 14 ans. Et vous voyez, on apprend tout le temps parce que l'enfant grandit. Et donc, nous, on apprend à être parent de cet enfant-là. Et de celui-là, on apprend à être enfant de l'autre, de son frère, de sa sœur, parce que chaque enfant est différent. Et donc, ça vient nous travailler sur plein de points, ça vient toucher des blessures, ça vient vraiment, c'est vraiment quelque part nos maîtres pour grandir. Et donc, oui, ça demande vraiment de trouver cet alignement qui fait que quand on dit non à l'enfant, il faut qu'il l'entende. Et pour qu'il l'entende, quel que soit l'âge, ça demande d'être hyper de ne pas avoir de culpabilité à ce moment-là. Si l'enfant, il sent qu'il y a de la culpabilité, s'il sent que, bon, on est un peu... en général, ça ne marche pas. Donc, si un papa, vaut mieux demander au papa. Mais de sentir, vous, si vraiment c'est non négociable. Par exemple, avec les enfants qui ont encore besoin de dormir avec les parents, quand je fais le travail sur les enfants et qui sont prêts à dormir seuls, je demande aussi aux parents s'ils sont prêts à ce que l'enfant ne vienne plus dormir avec eux, si eux, ils se sentent prêts de dire stop. Il faut que les deux soient prêts. Parce que si le parent a de la culpabilité ou se sent pas bien, si l'enfant pleure et que du coup, il accepte qu'il vienne avec lui la nuit, ça va pas marcher. Mais s'il est vraiment OK, qu'il en a marre, qu'il en veut plus, que c'est vraiment, pour lui, c'est plus juste, alors, et que l'enfant est prêt, hein, quand je fais le travail et que je sens que l'enfant est prêt, alors du coup, on peut vraiment mettre quelque chose en place qui fait que l'enfant peut dormir dans son lit. Mais si l'enfant, il sent qu'en face, c'est tremblant, bah, il va jouer avec, entre guillemets, il va sentir qu'il y a une faille et il va y aller. Alors, je vais juste regarder un peu vos questions. Pourquoi le mental prend plaisir dans les pensées en arborescence? Alors, Marie, je dirais que pour moi, je ne sais pas quelle hormone ça sécrète, je dirais de l'endorphine, mais je pense qu'il y a vraiment quelque chose comme ça, de l'ordre de la stimulation, qui fait qu'il y a un plaisir à réfléchir. Et on le voit avec les enfants, il y a un plaisir à imaginer plein de choses. Vous voyez, les enfants qui sont très créatifs, il y a vraiment une jouissance de ça, en fait. Et qui fait aussi pour eux, quand ils sont dans ces pensées-là, c'est très difficile de revenir dans le mental parce que entre le mental qui peut imaginer tout plein de choses à la vitesse de la lumière, parce que bon, les nombres de pensées qui passent, ça va vite, et le corps, lui, qui est beaucoup plus lent et au ralenti, c'est cette différence-là qui fait que certains enfants ont du mal à écrire, ont du mal à se mettre en action, donc notamment ces enfants-là, c'est cette différence. Et donc, je pense qu'il y a aussi un plaisir de plus sentir le corps, parce que moi, dans ce que je sens énergétiquement, quand les enfants sont vraiment dans le mental, toute leur énergie est vers le haut. Et il y a un plaisir à pas être vraiment là, en fait, aussi, chez les hypersensibles. C'est tellement tout est vécu de façon intense qu'on a envie de se barrer, hein, soit dans le mental, soit sur des plans plus subtils. Donc, il y a aussi ça. Et c'est pour ça que c'est important de revenir aussi au corps, parce que le mental, il nous épuise. Quand on n'arrive plus à le maîtriser, c'est lui qui prend la main. Et du coup, il y a vraiment besoin de revenir à soi. Alors, il y a Déborah qui dit: quand je m'accorde des pauses, je pratique l'automassage du thorax qui me détend et m'apaise des situations stressantes avec les enfants. C'est ce que l'on m'a conseillé. Ben, c'est une super pratique, je ne connaissais pas, mais dans tous les cas, c'est sûr que de revenir au corps, on ne peut pas être dans la tête et dans le corps. Donc, pour être plus tranquille, pour être mieux, il y a vraiment trouver des techniques pour revenir au corps que je vais vous partager. Mais merci Déborah, c'en est une. Alors, on va essayer d'accueillir Claudine qui nous rejoint. Alors, est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce que je viens d'aborder sur la culpabilité? Et
Je réfléchis si je vous ai tout dit, moi. Et on va aborder la deuxième partie qui est... est-ce que c'est celle-là? Hop. Alors, je suis toujours obligée de jongler avec ma caméra. Voilà, qui est qu'est-ce que la pause? De quoi je parle quand je parle de pause, de temps de pause? Est-ce que c'est de se poser et par exemple, comme sur cette photo, d'être sur les réseaux sociaux, de discuter avec quelqu'un, d'être sur le téléphone, sur ses mails? Est-ce que c'est de se balader en refaisant la liste de courses? Est-ce que c'est de prendre un café et de réfléchir à ce qu'on va dire aux enfants? Ou est-ce que c'est de prendre un temps formel de méditation, de yoga ou de pratique qui va nous détendre? Voilà, qu'est-ce que c'est que cette pause dont on parle? Et ce que je vous partageais en fait en début, qu'est-ce qu'on cherche en fait à travers la pause? C'est tout simplement d'être bien, d'être sereine, d'être tranquille, de pouvoir accueillir tout ce qui se passe, que ce soit les émotions. C'est ça qu'en fait qu'on recherche, c'est d'être avec soi. Souvent, avec les enfants ou dans le travail, on se perd. Ce que je vous disais, on est trop en avant, on est trop dans le mental, on est trop en l'air. Et ce dont on a besoin, c'est juste de pouvoir se sentir avec soi-même. C'est comme si, en fait, la conscience que l'on est, l'être, se colle au mental et tout est en avant. Et donc, on s'oublie. On est complètement focalisé par tout ce qu'on voit, un peu comme dans un jeu vidéo, dans un dessin. On voit passer plein de choses, on est complètement focalisé et on n'est plus avec soi-même. Et c'est ça qui nous épuise. Et en fait, ce qu'on cherche, c'est juste de pouvoir revenir à soi. Donc, toutes les pauses sont possibles. On va voir un peu concrètement ces pauses-là. Mais déjà, j'ai envie de vous proposer un petit exercice tout simple pour voir justement comment vous êtes et où vous êtes. Donc, on va accueillir hop, une autre personne. Alors, il y a Anne pardon, qui me dit, pour moi, une pause, c'est ne rien faire, me reconnecter à moi, un espace intérieur de paix. Ah, voilà. Quant à la méthode, je peux te conseiller de le faire à tout moment. Donc ça, c'est Déborah qui nous disait pour le thorax. Hop, je reprends ça. Et donc, j'ai perdu le fil. Oui, c'est parti sur vous faire un exercice. Donc, je vais juste vous demander de rester comme c'est-à-dire de regarder l'écran, de m'écouter, parce que ce que je vais vous proposer, c'est vraiment de pouvoir le faire à chaque instant, tout le temps. Parce que cette pause, c'est de pouvoir être avec soi tout le temps, qu'on soit avec les enfants, au travail, avec des amis, en train de faire la cuisine, le repas. Et donc, de juste observer là, si vous êtes avec vous-même, c'est-à-dire sentir comment vous êtes là maintenant. Comment est votre corps? Comment ça respire? Et déjà, vous pouvez l'entendre au son de ma voix, comment ça ralentit le son de la voix. Parce que de suite, dès qu'on est plus avec le corps, il y a quelque chose qui se pose, qui se ralentit. Donc, je ne sais pas déjà si vous arrivez à le sentir là maintenant. Juste en fait, c'est comme si on a l'attention devant, donc là sur l'écran, sur ce qui se passe autour, et aussi sur le son, mais on met aussi l'attention ici. Donc comme si il y avait deux directions. Revenir à soi. Et juste prendre conscience comment vous respirez, comment sont vos épaules, votre dos, comment vous êtes assis sur le siège, quels sont les points de contact avec le siège. Voilà, juste de respirer et sentir si ça respire plus au niveau de la poitrine ou du ventre, si la respiration se ralentit ou pas, et si vous arrivez à suivre ce que je dis, de prendre conscience qu'il y a des sons, plein de sons, qu'il y a des images, et juste sentir cette qualité de présence qui peut-être est différente. Et donc, vous pouvez me dire, Yann qui dit oui, c'est perceptible, tout ralentit, même le temps. Excellent. Et donc, vous pouvez me dire, vous pouvez écrire sur le chat tout en étant présent à cette présence, à ce qui se passe là maintenant, ce que vous sentez.
c'est ça. Ça entraîne de suite une détente physique et mentale. On ne peut pas être dans la sensation du corps et complètement dans le mental. C'est magique, hein? Et ça a pris combien de temps? Allez, 10 secondes, 1 minute. La respiration change. Le corps se détend. Cécile, elle nous dit, je pourrais m'endormir. Donc, en plus, ce qui est intéressant de voir, Cécile, c'est que dès qu'on se dépose, eh ben, la fatigue, là, on la ressent. Et c'est voir qu'en fait, souvent, on est fatigué, mais on ne l'écoute pas. Et c'est pour ça qu'on s'épuise. Et ça, vous pouvez le faire à tout moment. Et ce que je vous invite à faire, pour moi, les enfants, ils sont magiques pour ça. Surtout les enfants, je dirais avant 7 ans, qui ne sont pas encore complètement dans le mental, parce que à 6-7 ans, là, ils commencent à penser à voix haute. Et donc ça, c'est fatigant. Mais chez les tout petits, ils sont tout le temps dans le présent. Et donc, d'être avec eux, c'est une invitation à être tout le temps avec eux, dans le présent. Et pour moi, ça a été magique avec mon fils quand il avait, je sais pas, 1 ou 2 ans. Lui, son grand plaisir, c'était d'aller écouter les cloches de l'église. Donc, elle était juste à côté. Donc, tous les midis, on y allait. Et pour lui, c'était vraiment l'extase d'écouter, de voir les cloches bouger. Et moi, j'étais juste avec lui et j'avais l'extase de le voir s'émerveiller de choses simples. Et si vous regardez bien, les enfants, ils s'émerveillent d'un petit escargot, d'un papillon qui passe, d'une mouche, de tout ce qui est là. Et c'est vraiment, quand vous êtes avec eux, quand vous sentez que vous n'en pouvez plus, de juste prendre un temps, ne serait-ce que pour jouer avec eux, d'être pleinement là. Et eux, ils le sentent de suite. Si vous êtes pleinement là, de suite, ils le sentent. Ils se sentent écoutés, ils sentent votre présence, ils se sentent apaisés. Parce que si vous êtes apaisé, ils vont le ressentir. Mais si vous ne l'êtes pas, c'est pas grave, on ne culpabilise pas. Et donc après, ça va être de trouver des moments, des moyens mémotechniques pour vous le rappeler. Alors, ça va être ça. Comment faire la pause? Euh, alors, comment faire la pause? Déjà, je vous ai donné ce premier exercice et ça peut être dans la voiture quand vous êtes à un feu rouge, vous êtes à des bouchons, quand vous faites la vaisselle, quand vous jouez avec les enfants, quand... qu'est-ce qu'il y a d'autre? Quand vous lisez aussi, de prendre le livre et juste, hop, de revenir. Si vous êtes sur le téléphone, essayez de revenir. De toujours, hop, où est-ce que je suis? Vous pouvez même mettre une alarme sur le téléphone. Comment je me sens? Qu'est-ce qui se passe? Mais vraiment de vous noter au début pour que ce soit, pour y penser, parce qu'on oublie, on est tout le temps dans l'oubli. C'est le mental, c'est vraiment comme une hallucination à chaque fois, on est scotché dessus parce que c'est tellement fascinant. Comme un jeu vidéo, hein, les enfants ils sont fascinés par les jeux vidéo parce qu'il y a un côté qui est fascinant. Nous, on est fascinés par notre mental. Et donc, c'est vraiment de trouver, ok, alors c'est quand je vais faire la vaisselle que je vais pouvoir sentir, revenir. Vraiment un peu comme ce qu'on apprend dans la pleine conscience. Voilà, exactement, Annie, c'est mettre de la conscience dans tout ce qu'on fait tout le temps. Et même avec des amis, c'est prendre conscience de comment je me sens quand ils me parlent, comment je suis, comment sont mes épaules, de comment je respire. Et vous voyez, je peux parler et être à l'écoute de ça. Et mon rythme a ralenti d'ailleurs, mais vous pouvez aussi m'écouter et être à l'écoute du corps. Et plus, en fait, vous faites ce double regard, plus il s'incarne, il prend de la place, en fait. Hein. C'est vraiment comme un exercice. Donc ça, c'est la première pause que vous pouvez faire à chaque moment, qui est simple, qui n'est pas toujours facile, on est d'accord, surtout quand on est... vous savez, c'est comme quand on pédale sur un vélo, il a pris de la vitesse et du coup, il continue. Donc le mental, il continue et il y a des fois, on a du mal à freiner et à revenir. Et c'est vrai que c'est plus facile quand là, moi, je vous ai guidé, donc ça permet d'y revenir. Mais voilà, c'est de pouvoir revenir à chaque fois dans ce recul. En fait, c'est ça, prendre de la hauteur sur son quotidien, prendre du recul, c'est juste revenir à soi, revenir à être. Et plus dans le faire, on peut faire dans le être. C'est exactement ce qu'on est en train de faire. C'est vraiment ça. Après,
Une autre chose pour moi qui est importante, c'est vraiment s'autoriser des... Alors, je vais juste me reprendre les petites notes que j'avais notées pour ne pas oublier sur ce que je voulais vous dire. Ah ben oui, je vais vous le partager, ce sera plus simple. Donc, comment faire cette pause? La présence à soi et aux autres. Donc, c'est exactement ce qu'on vient de faire, ce que je vous ai expliqué. La présence aux autres, donc avec les enfants, mais ça peut être avec le conjoint, de juste être là, l'écouter et être à l'écoute de qu'est-ce que ça fait dans le corps. Et du coup, l'autre se sent aussi entendu. Alors, bien sûr, hein, c'est facile quand on le dit comme ça, c'est pas toujours facile de le mettre en application. Et après, c'est ça que je voulais vous dire, vraiment le temps pour soi non négociable, donc on va le voir, et retrouver sa place de femme. C'est surtout, je vous ai mis, vous êtes femme avant tout. Vous êtes, avant même d'être une femme, avant même d'être une maman, avant même d'être une entrepreneuse, une salariée, une conjointe, une épouse, vous êtes femme. Et donc vraiment, c'est aussi retrouver cette place de femme avant d'être maman, de retrouver cet équilibre de femme et de maman. Donc, ce temps pour soi est non négociable. Qu'est-ce que je veux dire? Parce que l'exercice que je vous ai donné, il est facile, il est simple, mais il est simple, mais il n'est pas toujours facile à mettre en œuvre. Et donc, il y a des fois, quand la roue du vélo s'embarque, là, il y a vraiment besoin de prendre des temps non négociables pour soi. Et moi, ce que je vous propose, enfin moi, c'est ce que j'ai trouvé de plus facile dans ma vie de tous les jours, dans une vie bien remplie, qu'elle soit quand j'étais pharmacienne avec et donc mon fils à m'occuper, ou là, quand je fais mes soins, c'est dès le matin, alors maintenant, je me prends entre 1 heure et 2 heures, ça dépend, mais ça peut être 10 minutes, dès le matin, au réveil, je prends un temps pour méditer, et je vais vous expliquer comment, et on va le faire ensemble. Et le soir, au coucher, je prends un temps pour revenir à moi. C'est vraiment pour moi des temps non négociables. Dès le matin au réveil pour bien commencer la journée et dès le soir au coucher pour vraiment bien commencer la nuit et permettre un sommeil réparateur. Je regarde juste les messages. Oui, un rituel planifié, nous dit Anne, c'est exactement ça. Et c'est pour ça que je dis c'est non négociable avec les enfants, c'est non négociable avec le mari, c'est non négociable. Alors moi j'ai trouvé ça le matin et le soir au réveil parce que c'était plus simple à mettre en place et que j'étais sûre que je pouvais le faire. Si je m'étais dit bon entre midi et 2, c'était un peu plus compliqué. Mais après, à vous de trouver ce que vous pouvez faire et ce qui vous va bien. Ça c'est le minimum syndical. Après, vous pouvez rajouter 1 heure de méditation par-ci, 1 heure de yoga par-là, 1 heure de danse, 10 minutes de danse. Après, il y a plein de pratiques qui peuvent vous aider, que je propose justement aussi dans mes week-ends pour les femmes, dans mon stage, dont je vous parlerai tout à l'heure. Mais déjà, pour moi, c'est non négociable matin-soir. Et donc, je vais juste vous proposer une petite méditation, en fait, un retour à soi pour que vous puissiez sentir qu'est-ce que c'est. Parce que c'est tout simple. Pour moi, c'est vraiment de vous donner des outils simples que vous pouvez mettre en pratique. C'est pas juste, je me mets en méditation, je me pose, je mets la bougie, je mets l'encens, je médite pendant 1 heure. Bah oui, des fois, mais on peut pas avec des tout petits qui se réveillent tôt. Voilà, le quotidien fait que c'est pas toujours possible. Donc déjà, ce sont des petites choses que l'on peut tenir, c'est important. Donc là, je vais vous inviter à fermer les yeux. Et donc, je vais le faire avec vous. Et de prendre conscience, comme on a fait tout à l'heure, déjà de comment vous vous sentez dans le corps. Comment sont les épaules, le dos, comment ça respire, tout simplement. Prendre conscience des sensations dans le corps, si ça respire vite ou lentement. Et laisser faire la respiration, on ne contrôle rien, on est juste avec ce qui est là. Vraiment comme une observatrice bienveillante, on part à l'exploration du corps, des sensations qui sont là, des émotions s'il y en a. En fait, on part à l'exploration du décor intérieur qui est là maintenant, tel qu'il est. Il est parfait tel qu'il est là maintenant. Donc juste on observe, on est en amour avec ce qui est là. Avec cette respiration,
avec le ventre, la poitrine, les épaules qui bougent, le dos, la sensation de contact du corps sur la chaise, sur le canapé, le fauteuil. Et si vous avez besoin, vous pouvez mettre, si vous êtes allongé ou assise, mettre les mains où vous le sentez pour encore mieux sentir le corps. Donc ça peut être sur la poitrine. Moi, je fais souvent ça le soir pour me coucher, soit sur la poitrine, sur le ventre. Là où vous avez besoin, vous les laissez comme elles sont. Et juste laisser faire. Laissez être ce qui est là maintenant. Tout simplement. Prendre conscience là où c'est peut-être tendu, là où peut-être ça tremble, là où ça se détend. Prendre conscience des endroits de non-sensation. Il y a des endroits de sensation, des endroits où ça bouge et plein d'endroits immobiles, comme un espace tout autour de ces sensations. Et juste prendre conscience de cet espace, de ce non-mouvement. Dans lequel il y a du mouvement. Juste être avec tout ça qui est là, maintenant, sans rien chercher à changer. Il n'y a rien à faire. Juste laisser faire le corps, laisser faire ce qu'il a, le son, les sons. Et prendre conscience du silence. Du silence qui est là maintenant, dans lequel ma voix peut apparaître et disparaître. Laisser faire les mouvements du corps comme des vagues. Juste être avec. Être avec le mouvement, l'immobilité, le silence. Être avec vous-même, avec ce que vous êtes, avant tous les rôles. Peut-être vous pouvez observer que là, vous n'avez pas d'âge. Depuis là où vous sentez, il n'y a plus rien, plus de rôle. Juste être. Juste des sensations qui vont, qui viennent. Juste l'espace.
C'est ce que vous êtes avant toute chose. Ce que vous étiez à la naissance. Enfant, le corps s'est transformé, mais ce que vous êtes vraiment n'a jamais bougé. C'est toujours vous. Même si le corps vieillit, vous sentez que c'est toujours vous, sans âge. Sans rôle. Et je vais vous proposer maintenant d'ouvrir les yeux et de sentir, est-ce que c'est différent? Comment c'est dans le corps? Est-ce que c'est plus tranquille? Comment vous vous sentez? Est-ce qu'il y a plus de silence? J'en ai peut-être perdu qui se sont endormis. Annie qui nous dit profond ancrage, présence à soi, calme. Et pareil, vous voyez, on a dû prendre 5 minutes. Je n'ai pas regardé le temps, mais ça n'a pas pris longtemps. Et tous les matins, tous les soirs, vous pouvez le faire. Moi, je le faisais allongé dans le lit. Mettre les mains sur le cœur, sur la poitrine, comme ça. Mais sentir sur le ventre, là où vous sentez le soir au moment où vous couchez. Et je trouve que de mettre les mains, ça aide à revenir au corps, à te sentir ce qui se passe sous les mains. D'être avec. Et de faire ça tous les soirs, tous les matins, dès que vous vous réveillez. Au revoir Sarah. Donc il y en a quelques-unes qui nous ont quittés. Et voilà, Guylaine s'est endormie. Marie qui s'est reconnectée à son enfant intérieur. On oublie en grandissant malheureusement. Ouais. Et donc voilà, la proposition vraiment, c'est de faire ça le matin, le soir, 5 minutes, 10 minutes. Vous avez vu, il n'y a rien à forcer, il y a juste être avec ce qui est là. Et s'il y a des tensions, être avec la tension, laisser faire. S'il y a de la fatigue, le soir, vous allez vous endormir plus tôt, plus facilement. Du coup, j'ai du mal moi aussi à revenir. Il y a autre chose que je voulais dire aussi par rapport aux réseaux sociaux, parce que souvent, on me le dit, il y a des mamans, des femmes qui se retrouvent à passer beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, et c'est vrai que c'est très chronophage, et pareil, on est focus comme le mental. Et je vous invite vraiment à éteindre les réseaux à partir de 20h pour avoir vraiment du temps pour vous, ou en tout cas de le faire en conscience. Valérie qui me dit, je me suis entendue dire, lâche la colère. Célia qui me dit, tu as une voix de lourd. Oui, on m'a dit de faire des audios pour ça. Apparemment, j'aide à endormir les gens. Super. Alors, avant qu'on finisse, je voulais vraiment vous parler, et après, on fera les questions-réponses. Je vais vous parler de ce week-end entre femmes que je propose, parce que ça fait aussi pour moi partie des temps de pause. C'est que des fois, on a vraiment besoin de couper avec son quotidien. Et j'en parlais notamment l'autre jour avec une maman, où je lui disais, oui, tu te prends 1 heure, mais tu sors de la maison. Et donc, ça peut être aussi des fois de voir avec le compagnon,
avant d'en arriver au divorce et aux gardes alternées, de déjà mettre en place des gardes alternées avec chacun son samedi matin. Et il y en a un qui s'occupe des enfants et l'autre qui prend vraiment du temps pour lui. Et des fois, c'est important de sortir de chez soi parce que sinon, ben, on reprend les courses, le machin, on pense à plein de choses. Et c'est pour ça que j'ai vraiment voulu vous proposer 2 jours en immersion dans le sud-ouest. Et donc voilà, dans ce lieu magnifique. Donc il y en a quelques-unes qui ont fait le stage avec moi en janvier. Il y en a qui l'ont fait en juin avec moi. Donc là, c'était les photos de juin. On a vraiment pu profiter de ce lieu magique et de la piscine. Bon, l'eau était un peu froide. Donc là, j'en repropose un fin septembre, début octobre. Et c'est possible qu'on puisse encore profiter de la piscine. Et c'est vraiment un lieu que j'ai choisi parce qu'il est dans un endroit de nature magnifique où il y a une qualité de présence extraordinaire, que ce soit dans la salle comme dans le jardin. La personne qui s'occupe de ce lieu est vraiment quelqu'un qui médite depuis longtemps, qui prend soin de son lieu avec amour. Et donc pour moi, c'était important de vous proposer un lieu qui permet vraiment de se retrouver, de se ressourcer, ce qui permet déjà très facilement d'y aller. Et donc, à travers, donc voilà, ça c'est le grand gîte, ça c'est la salle. À travers ce lieu-là, à travers ces 2 jours, donc je vous propose différents outils. Donc là, des petits exercices comme on a fait de méditation, donc un peu plus longue, mais aussi à travers la danse. Donc je propose une danse intuitive qui est vraiment pas de la danse comme on l'entend, qui est plus une méditation avec la musique. Et donc, on laisse la musique entrer en soi, on la laisse œuvrer comme on a fait dans la méditation, et le corps se met en mouvement et se libère de ce dont il a besoin de se libérer. C'est vraiment pour moi cette danse-là que j'ai appelée la sweet dance, parce qu'il y a vraiment un espace de douceur avec soi qui permet des libérations émotionnelles, qui permet des libérations physiques sans qu'on comprenne pourquoi, comment, sans qu'on comprenne forcément le sens et qui permet de déployer son énergie, de déployer ses ailes, de retourner à soi. Et donc ça se fait les yeux fermés et il y a vraiment tout un travail. Évidemment, il y a aussi tout un travail sur le groupe que je fais moi parce que je danse avec vous et je sens tous les mouvements énergétiques qui peuvent se faire. Mais pour chacune, voilà, chacune le vit différemment et les émotions peuvent se vivre sans qu'on ait besoin de les raconter. Et il y a vraiment aussi quelque chose de l'ordre d'une intimité du groupe, d'une unité du groupe qui se fait dans ces moments-là. Et donc, il n'y a évidemment pas besoin de savoir danser. L'important, c'est pas du tout de danser, c'est de se laisser danser. C'est d'être avec cette musique, être avec le corps et le laisser totalement faire. Et donc, ça permet de lâcher le contrôle, de prendre du recul, de se reconnecter à soi, de se reconnecter à son essence et de pouvoir suivre sa guidance intérieure. Et pendant ces 2 jours, je vous apprends vraiment à faire de votre sensibilité un outil de guidance, de sentir comment le corps, il peut vous dire ce qui est juste pour vous à chaque instant. Et donc, je propose aussi quelques exercices de yoga, Enfin voilà, en fait, ça dépend, chaque stage est complètement différent parce que ça dépend du groupe et je me laisse complètement suivre mon intuition dans ce qui vient dans l'instant. Donc, s'il y a un exercice, il y a une balade, s'il y a, bon, voilà, tout, ou une explication, un temps je dirais quoi, de conférence, enfin, tout est possible. Donc Déborah qui me demande comment tu te reconnectes à toi-même, quelle méthode utilises-tu? Exactement ce que je vous ai montré. Exactement. Le matin, je médite, comme je vous ai montré, vraiment de revenir à ce qu'est là dans l'instant. Le soir, pareil. Après, moi, je fais des soins toute la journée, donc ça me reconnecte direct. Mais après, à travers la danse, je peux mettre une musique 5 minutes ou même sans musique et revenir. Et donc ça, c'est aussi des outils que je vous partage parce que pendant ces 2 jours, c'est de vous donner, comme je l'ai fait dans cette conférence, des outils que vous pouvez utiliser au quotidien. Alors évidemment, c'est pas toujours évident, c'est toute une discipline, une pratique à mettre en place. Moi, ça fait 15 ans, voire 20 ans que j'ai fait ça et je peux vous dire que le changement, il est juste énorme. Mais voilà, ça peut aussi me rattraper. Ce besoin de contrôle, il est très fort et il y a besoin de revenir régulièrement pour se reconnecter à soi. Et moi, je suis toujours comment dire,
on travaille sur moi aussi, soit je me fais accompagner, soit voilà, je m'accompagne toute seule. Mais c'est vraiment un chemin vers cette paix intérieure, un chemin vers soi-même, à reconnaître qui l'on est vraiment au-delà de tous ces rôles, parce qu'elle est vraiment là, la sérénité, la paix. Et c'est ça que je vous propose dans cette immersion, c'est de pouvoir vous reconnecter à qui vous êtes au-delà de tous ces rôles. Et c'est une vraie liberté que de lâcher le contrôle. Et dès le vendredi soir, déjà, moi, je vois les visages changer des personnes. Et il y en a une qui me disait, oh, j'ai vraiment senti dans la danse comment je me suis reconnectée à moi. Et de se rendre compte qu'on s'est perdu, en fait. De se rendre compte quand on retourne à soi, de comment on est tout le temps dans le contrôle, de comment on est tout le temps crispé. Et c'est juste de prendre conscience de ça. Alors Anne qui dit oui, c'est une discipline, ça prend du temps avant que ça soit en automatique. Oui, ça c'est clair. Mais pour moi, même si on est maman, parce que c'est vrai que dès qu'on a des enfants, ça demande plus de travail. Et pour avoir vécu en ashram en Inde, donc l'Inde, autant vous dire que c'est très sollicitant. En plus dans un ashram, donc j'étais à l'ashram d'Ama, et j'ai fait le tour du sud de l'Inde avec elle. C'était hyper sollicitant dans des bus tout pourris, dans des conditions où on mange par terre. Enfin voilà. Et vraiment, j'étais dans ce schéma de dévotion. Mais alors, quand j'ai eu mon fils, je me suis dit, mais à côté, le tour du sud de l'Inde, c'était de la gnognotte. Parce que quand on a un enfant, un bébé notamment, mais même après, on est dans la dévotion pure. On est tout le temps au départ, on doit être disponible, présente. On ne peut pas se dire, bah non, je dors alors qu'il est en train de pleurer. Et donc, ça demande du coup de trouver, puisqu'on ne peut pas forcément méditer tout le temps, de trouver comment mettre en pratique au quotidien avec les enfants. Et c'est pour ça que je vous ai donné cette pratique-là aussi. C'est vraiment trouver ces moments de jeu, ces moments de présence avec son enfant, dans son travail, tous les endroits où vous pouvez revenir à vous, revenir à vous, revenir à vous. Et après, trouver ces temps formels non négociables. Voilà. Est-ce que, donc juste pour revenir sur la retraite, donc la prochaine et la dernière sous ce format-là, il y en aura d'autres, mais sous un autre format que, voilà, concocte, on dit, pour, je pense, janvier. En tout cas, la prochaine, elle est donc fin septembre. Du 29 septembre au 1er octobre. Pour toute inscription avant le 30 juin, j'offre une séance d'une demi-heure de réalignement. Donc là, on part sur un thème bien précis et je vous aide à sentir cet alignement, à sentir qu'est-ce qui est juste pour vous par rapport à une thématique. Donc ça, c'est une séance que j'offre pour toute inscription avant le 30 juin. Le week-end, ça commence le vendredi soir à 18h et on finit le dimanche à 17h. Et pour celle qui vient en avion, en train, je vais vous chercher ou on vient vous chercher à l'aéroport. Donc, n'hésitez pas à m'appeler si vous avez des questions par rapport au trajet. Et donc, pendant ces 2 jours, on est vraiment dans un cocon particulier. Je crois que je vous ai tout dit dessus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis, voilà, c'est le temps des questions-réponses. Si vous avez tout plein d'autres questions sur sur tout ce que je vous ai raconté, c'est le moment. C'est où? Alors oui, la retraite se passe dans le sud-ouest, donc près de Toulouse. Donc c'est à peu près à 3/4 d'heure de Toulouse. Donc c'est pour ça que je parlais d'aéroport et de gare. Donc c'est assez facile. C'est facile. J'ai des personnes qui viennent de Suisse, de Belgique, de Paris, d'un peu partout et de Nantes aussi. Et donc après, c'est pour ça que je viens vous chercher parce que le lieu est un peu perdu dans la campagne avec un magnifique lac à côté. Donc ça se trouve à Caraman, près de Toulouse. Donc dans un grand gîte. Donc on a un gîte pour nous où on fait les repas ensemble. Et donc pour celui du mois de septembre, normalement, il y aura mon amie Aline qui préparera les repas. Donc on fera les courses en commun. Donc ça ne devrait pas coûter trop cher au niveau des courses. Et Aline, elle nous aidera pour les repas. Donc ça, c'est aussi vraiment chouette. Alors, est-ce que je prévois de refaire un live Zoom dans les prochaines semaines? Alors, ce que j'avais envie de vous proposer, c'était un défi 3 jours. Le 3, 4, 5 juillet, si j'ai le temps, ou 4, 5, 6 juillet, je verrai. Le défi 3 jours, c'est vraiment une demi-heure chaque soir de 21h30
je pense, à 22 heures, où là, ça va être un petit temps de questions-réponses et un temps de pratique. Donc, à voir. Et oui, je vais faire d'autres lives. Donc, si vous avez des thématiques qui vous intéressent, n'hésitez pas à m'envoyer des mails. Vraiment, moi, le but, c'est de pouvoir vous donner des outils, de pouvoir répondre aux questions. Donc, il y en a plein auxquelles j'ai pas forcément pu répondre dans ce qu'on m'a envoyé la dernière fois que j'ai envoyé le mail. Je sais qu'il y a le harcèlement à l'école, il y a plein de choses que j'aimerais aborder. Mais l'important, c'est de pouvoir répondre à vos problématiques du quotidien. Donc, n'hésitez pas si déjà vous avez des idées. Alors, est-ce qu'il reste des questions avant qu'on clôture pour ce soir? Allez, je vous laisse 2 minutes pour réfléchir avant qu'on se quitte. Et moi, je vais d'abord vous poser une question que j'aimerais que vous répondiez. Quelle est votre suite à cette conférence? Quelle est votre résolution à laquelle vous vous engagez? Quel est l'engagement que vous faites avec vous-même? Quelque chose de simple que vous pouvez mettre en place dès demain. Ok, Marie qui nous dit méditer chaque jour. Ok, Marie, quand et combien de temps? C'est quoi que faut que ce soit hyper concret. Pour pouvoir s'engager, il faut que ce soit quelque chose que vous puissiez faire facilement et que ce soit concret. Matin et soir, 5 et 10 minutes. Ok, parfait. Alors, Guylaine qui me dit, ok, ado et diagnostic aussi. Alors, il faudra que tu me précises, hein. Oui, sur les ados, j'ai des trucs à dire parce que j'en accompagne beaucoup. Et c'est super intéressant de voir ce qui se passe au moment de l'adolescence, comment ils switchent de l'enfant au pseudo-adulte et toutes les questions qui se passent en eux, toutes les modifications hormonales, neuronales, au niveau de l'âme aussi, c'est super intéressant. Sarah qui dit, je m'engage à prendre un temps de 15 minutes matin et soir. Super. Ok, Annie aussi. iPhone, alors je ne sais pas qui c'est, méditer au lever au lieu de scroll. Ah oui, super, hein, pareil, le téléphone, c'est pas dès le réveil. Le téléphone, c'est après votre méditation que vous l'allumez. Ça, c'est hyper important. Et des fois, ça peut être de juste mettre votre réveil 10 minutes plus tôt. Moi, ce que je fais maintenant, c'est que je ferme pas les volets, comme ça, c'est le jour qui me réveille. Et je suis réveillée tôt, comme ça, je peux méditer de 6 heures jusqu'à 8 heures, tranquille, même si je me rendors dans ma méditation. Ok, recommencer à méditer une fois par jour dès que je me sens stressée, Valérie. Super. Arrêter les réseaux à 20 ans. Super. À 20 heures, à 20 ans, à 20 heures. Ouais, vraiment, le téléphone, ça devient une addiction. On se fait tout savoir. Et donc, c'est vraiment important voilà, de se donner un horaire et d'éteindre. Et après, si vous avez besoin d'aller sur les réseaux sociaux, ça peut être vraiment un cadeau et de se dire, OK, je le fais de telle heure à telle heure. Et là, je prends plaisir à vraiment le faire parce que c'est mon moment. Mais voilà, à 20 heures, j'éteins tout. Parce que tout de même, vous perdez rien. Vous pourrez le revoir le lendemain matin. Guylaine, je m'engage à prendre conscience de mon corps 3 fois par jour et de t'écrire un courriel plus détaillé. Super. Par contre, Guylaine, ce qui est important, 3 fois par jour, pour que vraiment tu puisses le tenir, c'est soit des horaires précis, soit que ce soit en lien avec une activité précise. Parce que 3 fois par jour, c'est trop vague et le mental, en fait, le truc, c'est que le mental, il fait tout pour éviter. Parce qu'on est tellement happé qu'il y a des moments où on n'a vraiment pas envie d'y aller. Anne, poursuivre mes bonnes pratiques. Super. Leïla, méditer 15 minutes matin et soir dès que je me sens envahie par le mental. Ben, même dès que tu ne te sens pas envahi, si tu peux, même ne serait-ce que 5 minutes. Faut pas attendre d'être envahi. Parce que quand on est envahi, c'est là où c'est le plus difficile de revenir. Plus vous le faites quand c'est simple, euh, plus ça se met en place. C'est un peu comme pour les ados, en fait. Ils font de la matière grise en fait à cet âge-là. C'est-à-dire que les neurones qui vont être sollicités le plus, par exemple, s'ils font de la guitare, ça va être tel type de neurone, un certain circuit, on va dire ça va se renforcer. Et pour nous, c'est pareil en fait. Ça va se renforcer, plus on le fait, ça va se renforcer, ça va devenir une habitude. Et une habitude, pour qu'elle s'installe, il faut au moins 21 jours. Donc c'est pour ça que je dis, on commence petit, on commence tranquille, mais par contre, on s'y engage.
Super, super Leïla. J'ai besoin de voir le replay, je prendrai une décision après. Se coucher plus tôt est une résolution que je voudrais faire depuis longtemps, mais ce n'est pas trop le sujet. Et que penses-tu de faire les démarches administratives sur ordi le soir, car on ne peut pas le faire autrement? Bah, en fait, le tout, c'est que si tu ne peux pas faire autrement, c'est OK. C'est juste, si tu fais tes démarches administratives le soir, c'est de prendre le temps le soir de prendre 10 minutes de ce qu'on a fait, de méditer avant de t'endormir. Il y a juste besoin de calmer le mental, en fait. C'est toujours ça. Bonne nuit, iPhone. Je ne sais pas qui tu es parce que ça me met juste iPhone, mais Euh, c'est pour ça que c'est important de faire avec son quotidien, ses charges et de ne pas s'en rajouter, quoi. C'est pour ça que je vous disais, c'est pas la peine de vous rajouter 1 heure de méditation, 1 heure de yoga si vous ne pouvez pas le faire. Déjà 5-10 minutes tous les soirs, tous les matins, c'est déjà bien et d'être totalement présente avec vos enfants ou avec votre mari ou avec vous-même quand vous pouvez. Il faut vraiment, pour moi, c'est la douceur avec soi-même parce qu'on est déjà tout le temps en train de s'en mettre trop, d'être toujours trop dur avec nous-mêmes. On est hyper exigeante à vouloir tout le temps être des superwoman. Donc, justement, de la douceur. Voilà, merci Guylaine, j'espère que ça vous a plu ce replay, j'espère que ça vous a apporté. Et surtout, n'hésitez pas à m'envoyer des messages, de me dire ouais, super, j'ai réussi à mettre ça en place, de me faire un petit retour. Et je vous parlerai de ces défis 3 jours si j'ai le temps de le mettre en place, parce que vraiment, je suis débordée en ce moment. Et voilà, je vous souhaite vraiment tout le meilleur. Alors, Célia qui dit oui, je trouve toujours ça plus facile de décrocher le mental quand je t'écoute. Alors, vous avez aussi, c'est bien de me le dire, Célia, j'ai mis des méditations sur ma chaîne YouTube, donc vous pouvez les écouter. Vous n'êtes pas obligé de faire la méditation d'1 heure, mais déjà 10 minutes, ça vous permet de plonger. Et peut-être j'en ferai une de 10 minutes que je vous enverrai. Et c'est sûr, moi je fais ça aussi souvent, je fais des audios pour pouvoir plonger sur plus facilement. Merci à toutes, je vous souhaite une belle nuit et une belle pratique, un bon retour à vous, une belle reconnexion avec qui vous êtes. À tout bientôt.